Ok, quatrième partie donc du cours de cinétique chimique. Et on va s'intéresser à l'effet de la température sur la vitesse de réaction. Et je vais ouvrir cette vidéo, cette partie, par une question. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on cuit les aliments? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on les congèle ou pourquoi est-ce qu'on les maintient au froid, donc dans un réfrigérateur? Voilà, donc essayez de réfléchir à cette question-là. Un peu tout seul. Moi évidemment je vais donner la réponse maintenant, donc toujours la même chose, mettez une pause sur la vidéo. Alors pourquoi on cuit? Alors peut-être déjà je vais commencer par congeler. Pourquoi on congèle? On congèle en fait pour le but c'est quoi, hein? C'est de conserver la nourriture. C'est la conservation. Mais bon, on peut pas conserver même au réfrigérateur, on peut pas conserver indéfiniment des aliments, ils vont finir par pourrir, par se décomposer. Donc le but en fait, c'est qu'on va abaisser la température, hein. On abaisse la température de façon à ralentir les réactions de décomposition naturelle par des micro-organismes, etc. Donc c'est ralentir la décomposition naturelle des aliments. Évidemment, pour des surgelés à moins 18, on pourra les garder plusieurs mois, tandis que dans le frigo, ça va se chiffrer en jours ou en semaines. Donc plus la température est basse, plus on va pouvoir ralentir ces décompositions naturelles des aliments. Alors la cuisson maintenant. Le but de la cuisson, alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il va y avoir, la cuisson, c'est une transformation chimique, hein. C'est une transformation chimique puisque vous sortez le poulet du four, il n'a plus du tout la même consistance que lorsqu'il est cru. Et donc ces transformations chimiques, eh bien, pourquoi elles ont lieu? Pourquoi on augmente la température pour qu'elles aient lieu? Eh bien, en fait, elles ont lieu naturellement. Et en fait, vous n'ajoutez pas un autre réactif quand vous mettez quelque chose au four. Elles ont lieu naturellement, mais en augmentant la température, on va augmenter les réactions qui peuvent se faire naturellement. Et ici, ça va être la décomposition de protéines. Et elles vont se faire d'autant plus rapidement, donc on va cuire d'autant plus rapidement que la température est élevée. Ça, vous le savez. Voilà. Et donc, ici, on a un exemple de l'effet de la température sur la vitesse d'une transformation chimique. Donc, on va formaliser ça maintenant dans le premier paragraphe, qui est donc effet qualitatif. Et donc, vous avez compris l'effet de la température. C'est que plus la température est élevée, plus la vitesse de réaction est élevée. D'accord? Donc plus T est élevé, plus la vitesse de réaction est élevée. Et donc on va vouloir ralentir ou accélérer les processus en jouant sur la température. Plus la vitesse, plus la vitesse de réaction est élevée. Bien. Donc ça, il faut connaître ce lien qualitatif. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et donner un ordre de grandeur. C'est-à-dire comment, en ordre de grandeur, un peu plus quantitativement, comment augmente la température lorsque on augmente la température. Comment augmente la vitesse. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si on augmente la température de 10 Kelvin, ou 10 degrés Celsius, c'est pareil, hein, donc T devient T plus 10 Kelvin, alors la vitesse de réaction double. Voilà. D'accord? Plus 10 Kelvin fois 2. Donc on peut faire une petite application de ça. Alors l'application c'est la suivante. Alors je ne sais plus le numéro de l'application, donc je rajouterai après coup. C'est la suivante. Je crois que je les faisais en rose. Allez hop, allez, on va faire en rose. On a une vitesse de réaction V initiale, une vitesse de réaction. Et donc à t égale 0, on va regarder ce qui se passe à t égale 0. La vitesse initiale, elle va être égale par exemple à
mettons 2 fois 10 puissance moins 3 mol par minute. Alors on va mettre par mètre cube parce que c'est la vitesse volumique. Alors on va mettre par litre et par minute. Voilà, ça c'est la vitesse de réaction. Et ça c'est à T égale, disons, température ambiante. Donc θ égale, disons, 25 degrés Celsius. Et donc la question que je vais vous poser c'est quelle température, on veut que la vitesse soit 10 fois plus importante. Donc on veut V 0 égale 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre par minute. Et donc la question que je veux c'est quelle température il faut fixer. Vous réfléchissez à ça. Ok, alors moi je vais répondre maintenant et je vais répondre en ordre de grandeur. Je sais en fait que plus 10 Kelvin ou plus, c'est pareil que plus 10 degrés Celsius. Ça multiplie par 2 la vitesse. Et donc je vais dire grossièrement que moi ce que je veux c'est V prime égale 10 fois V. Voilà ce que je vais faire. Je vais dire que c'est à peu près 2 au cube fois V. Et donc là en fait quand j'ai multiplié par 2 au cube, ça veut dire qu'il faut que j'ai augmenté 3 fois 10 Kelvin ou 10 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut faire plus 30 Kelvin. D'où la température θ'. Il doit s'écrire θ plus 30. Et donc il faut opérer à 55 degrés. Quand on opère à 55 degrés, on multiplie par 8 la vitesse qui n'est pas très loin de 10. Donc peut-être que pour un facteur 10, il faut une température un peu plus élevée que 55 degrés, mais ça nous donne déjà un ordre de grandeur. Ok, voilà pour cette application. Donc on vient de voir que la température augmentait la vitesse de réaction. Et on va essayer de comprendre ça et de quantifier ça davantage. Et pour ça, on va écrire la loi d'Arrhenius qui va nous donner tout simplement l'expression de la constante de vitesse que nous avons vue précédemment dans les lois de vitesse, les lois cinétiques, en fonction de la température. Alors, que nous dit Arrhenius? Alors, je vous rappelle qu'on avait vu des processus, si on admet qu'on a une réaction, petit rappel, une réaction qui admet un ordre. Alors, il y a plein de réactions qui admettent un ordre ou de classes de réactions. Je ne vais pas trop détailler puisqu'il y a des choses qui sont en programme. Mais vous savez que la loi de vitesse va s'écrire K fois, alors disons formellement A à la puissance alpha, B à la puissance bêta par exemple. Et donc on a K, la constante de vitesse qui dépend de la température. Et donc ce que dit en fait Arrhenius, c'est qu'il dit que la dépendance avec la température c'est la suivante. K de T égale un certain facteur A fois exponentielle moins EA sur RT. Donc voilà la loi d'Arrhenius. Et donc cette loi elle est vérifiée pour un bon nombre de réactions, vérifiée par pas mal de réactions. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc K. Alors bien sûr K, ça c'est la constante de vitesse. Problème. On va commencer par ce qu'on connaît. R, c'est la constante du gaz parfait. Donc maintenant vous connaissez un peu la valeur, 8,314 joules par Kelvin. A, on appelle facteur de fréquence. On y reviendra. Facteur de fréquence. Et il est quasiment indépendant de la température. Et enfin EA, le terme EA, on va appeler l'énergie d'activation. Et donc c'est une énergie, donc son unité c'est en joules. Donc voilà. Donc on a une variation, vous voyez qu'il y a une variation exponentielle
de la constante de vitesse avec la température, donc une grande sensibilité de la constante de vitesse avec la température. Si on analyse cette expression, vous voyez en fait à chaque fois que j'augmente, j'ai une augmentation en fait constante, donc plus 10 Kelvin, c'est une multiplication de la vitesse. Et ça, pour ceux qui sont un petit peu à l'aise en maths, c'est un comportement exponentiel, hein, tout simplement. Donc ça colle. Ok. Alors l'énergie d'activation, elle est elle-même quasiment indépendante de la température. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait pour écrire cette loi sous cette forme-là. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est avant d'essayer de discuter cette loi, on va faire une petite application. Voilà. Alors, application. Ok. Et alors, le but de cette application, ça va être de déterminer une énergie d'activation. Alors, pour ça, on va le faire expérimentalement. On a fait des mesures, et ces mesures, elles ont conduit à ce graphe. Donc, on trace ln de k en fonction de 1 sur t. Et donc, vous voyez qu'on obtient des points expérimentaux et qu'on va ajuster par une loi affine. Et donc, alors comment on a fait ça? En fait, on a la réaction, on a étudié la réaction qui est la suivante, c'est le bromoéthane, pardon, C2H5Br, qui réagit avec les ions hydroxyde pour donner de l'acide éthanoïque et des ions bromure. Et on a mesuré K pour différentes températures. Et on en déduit ce graphe de ln de k en fonction de 1 sur t. Et donc ce que je voudrais, c'est eh bien, tout simplement un calcul, une mesure de l'énergie d'activation de cette réaction. D'accord? Donc pause et vous réfléchissez, et moi je donne la réponse maintenant. Alors, déjà, dans un premier temps, on va essayer de comprendre pourquoi on obtient une droite. Et pour ça, on va tout simplement partir de la loi d'Arrhenius. Donc K égale A fois exponentielle moins EA sur RT. Et comme on a tracé ln de K en fonction de 1 sur T, on va calculer ln de K. Donc logarithme de K, ça va s'écrire logarithme de A plus logarithme de exponentielle moins EA sur RT. Donc là, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le calcul de log, je vous renvoie aux maths. Ici, le log, c'est le logarithme népérien, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Et donc, ça va donner tout simplement moins EA sur RT. Ok? Et donc, je vais réécrire ça. ln de K égale ln de A moins EA sur R fois 1 sur T. Et donc, vous voyez que je trace ln de K en fonction de 1 sur T. Et ce que prédit la loi d'Arrhenius, écrit sous cette forme-là, c'est qu'on a une loi qui est affine, puisque je vais appeler ce coefficient petit b qui est l'ordonnée à l'origine, et ici, la pente A. Donc, si je veux connaître EA, il suffit de mesurer la pente. Et je peux la mesurer graphiquement. D'accord? Donc finalement, EA, ça va s'écrire moins A fois R, si vous prenez cette relation-là, avec la pente petit a, qui s'écrit, bien on peut prendre des points particuliers qui sont arrangeants. Donc si vous faites le calcul, alors on peut faire le calcul par exemple entre... alors sur quel point on peut lire assez bien à la fois l'ordonnée et l'abscisse. Ou alors on va faire un peu en ordre de grandeur, sinon c'est pas un gros problème.
Je vais prendre le point ici. Bon, je vais prendre, alors je vais les mettre en rose les points. Je vais prendre ce point là et puis je vais prendre à peu près ce point là. Alors qu'est-ce que je vais avoir? La différence d'ordonnées. Ça va être ici, j'ai quelque chose comme du moins 9,7 disons. Moins, ici on est quasiment à moins 6, on a un moins 6,1. Divisé par, donc la différence des abscisses. Donc ici on est à 0, alors on est à 3,4 fois 10 moins 3, moins 3,05 fois 10 moins 3. Et donc après calcul, vous obtenez quelque chose qui est ses voisins de 1 ou 1,1. Donc j'ai à peu près moins 1,1. Et l'unité, ça va être tout simplement... Alors l'unité va pas être très sympathique. Là j'ai un log dimensionné, j'aime pas trop ça. Donc EA sur RT, ça doit être 100 dimensions. EA c'est une énergie, RT c'est une dimension. RT c'est une énergie aussi. Donc en fait, il faut que A soit en Kelvin moins 1, hein, simplement. Ok, voilà pour A. Et donc on va en déduire EA. Donc si vous faites le calcul de EA, vous trouvez à peu près 90 kJ par mol. Et il se trouve que c'est le bon ordre de grandeur, puisque l'ordre de grandeur c'est 100 kJ par mol. Donc on va aussi écrire ça. Ordre de grandeur de l'énergie d'activation, 100 kJ par mol. Voilà, à retenir. Et maintenant, je vais essayer d'expliquer cette loi. Alors, ce que je vais expliquer maintenant, c'est quasiment... Enfin, c'est plutôt, on va dire, hors programme, mais donc vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais ça peut vous aider à comprendre, en fait, ce que représente, ce que signifie physiquement cette loi. Donc, je vais essayer de faire vous comprendre ce que c'est que l'énergie d'activation et le facteur de fréquence. Alors, le facteur de fréquence... Alors, je vais quand même écrire, pardon, interprétation de la loi d'Arrhenius. Alors en fait, il faut que, pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait des réactifs qui se rencontrent. D'accord? Et donc plus il y a de rencontres, plus la réaction ira vite. Plus il y a de rencontres par unité de temps. D'accord? Donc le facteur de fréquence A, en fait, c'est, si vous voulez, ça représente le nombre de rencontres entre les... on va dire la fréquence plutôt que le nombre, la fréquence des rencontres par unité de temps. Alors c'est légèrement plus compliqué que ça, mais dans l'idée c'est ça. Voilà, faut qu'elle se rencontre bien orientée. Il y a aussi des facteurs d'orientation, donc je peux mettre plus facteurs stériques. C'est-à-dire qu'il faut que quand elles se rencontrent, il faut qu'elles aient des liaisons bien orientées pour qu'il y ait éventuellement une réaction. Et maintenant EA, le facteur moins exponentiel EA sur RT. On va regarder ce qu'il représente. En fait, il va mesurer la probabilité ou l'efficacité qu'il y ait réaction au cours de la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a des liaisons qui se rompent et des nouvelles qui se forment. Ok, alors pour ça, je vais vous montrer une petite simulation très, très basique, très sommaire, mais qui peut vous aider. Et donc c'est celle-là. Donc dans cette simulation, on a un équilibre chimique qu'on va représenter en fait l'équilibre chimique même pas avec des lettres comme symbole, mais plutôt des ronds colorés. Et donc on a deux réactifs qui peuvent donner deux produits. Et en fait on va supposer, alors ce qui n'est pas le cas du tout en général, que c'est effectivement les deux réactifs qui sont dans l'équation bilan qui se rencontrent. En général, c'est pas du tout le cas. Les processus sont beaucoup plus compliqués. Il y a plein d'étapes intermédiaires.
Et on verra ça dans une analyse documentaire. Ok, alors là, on met 50% de chacun des deux réactifs. On met aucun produit. Et on va regarder ce qui se passe. On va avoir des chocs. Alors, je vais mettre l'animation en continu. Enfin, je vais mettre des chocs un par un. Donc en fait, tout ça dans le milieu, que ce soit en phase gazeuse, en phase liquide, il y a de l'agitation, d'accord? Et plus il y a d'agitation, plus la température est élevée, plus il y a d'agitation, plus il y a de choc. Mais ensuite, regardons ce qui se passe au cours d'un choc. Donc je vais faire un choc. Et là, vous voyez qu'il y a eu un choc entre les deux molécules, ou une rencontre entre les deux molécules, et ils sont repartis sans être transformés. Donc il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu de transformation chimique. Donc là, cette fois, il y a eu une réaction chimique. Et donc on peut animer en continu. Et vous avez, à la faveur de l'agitation thermique, des rencontres entre différents constituants du mélange. Et si on a le constituant rouge et bleu qui se rencontrent, eh bien on va avoir de temps en temps une réaction, ou de temps en temps pas une réaction, suivant en fait l'énergie qu'ils transportent avec eux. Et donc vous voyez que progressivement, il y a transformation chimique. Les petits réactifs bleus et rouges se transforment en produits verts et jaunes. Évidemment, ils vont se transformer en réactifs d'autant plus rapidement que les chocs seront efficaces. D'accord? S'il y a beaucoup de chocs pas efficaces ou de rencontres pas efficaces, donc qui ne donnent pas lieu à une transformation, eh bien la réaction va être beaucoup plus lente. Donc là, je peux un peu accélérer les choses. Et donc vous voyez à gauche le milieu réactionnel qui change jusqu'à ce qu'on arrive à une situation d'équilibre, mais on ne va pas aller jusque-là. Très bien, donc revenons et réécrivons tout ça dans les notes. Ok, donc ce facteur, c'est la probabilité qu'il y ait réaction au cours de la rencontre entre réactifs. Je vais écrire molécules parce que c'est pas forcément les réactifs pour nous ici. Et donc EA, l'énergie d'activation. Alors, vous allez voir, si EA, en fait, plus EA est élevé, plus la vitesse de réaction, donc la constante de vitesse, donc la vitesse de réaction, est sensible à la température. D'accord? Donc à EA fixé, pour une énergie d'activation fixée, quand T augmente, l'efficacité des chocs ou rencontres entre molécules augmente. Et augmente énormément, hein, vous voyez que c'est exponentiel. Bon, cette dernière petite partie, en fait, il y a pas mal de choses sous le tapis. Donc je vous mets ça entre parenthèses. Il faut juste essayer, si je synthétise ça, il faut juste essayer de comprendre que il se passe plein de choses dans le milieu moléculaire. Tout ça, ça s'agite. Il y a des rencontres, des liaisons qui se forment, des liaisons qui se rompent. Et donc plus l'énergie, plus la température est élevée, plus il y a de chances qu'au cours des rencontres, il y ait des liaisons qui se dissocient pour reformer d'autres liaisons. Et ce facteur-là, il va être extrêmement sensible à la température. Donc ça va expliquer pourquoi la vitesse augmente avec la température. Bon, on va s'arrêter là sur cette partie-là. Donc, que faut-il retenir sur le facteur cinétique température? Eh bien, plus la température est élevée, plus la vitesse de réaction est élevée. Cela se traduit par un ordre de grandeur qui nous dit que quand on augmente la température de 10 Kelvin, en ordre de grandeur, la vitesse de réaction est augmentée et multipliée par 2. Plus quantitativement, on a la loi d'Arrhenius qui exprime la constante de vitesse en fonction de l'énergie d'activation et qui nous montre bien que plus la température est élevée et plus la constante de vitesse est élevée.